Je vais commencer avec un challenge. Je vais commencer avec un challenge. Pour tous ceux qui bossent dans la tech, je pense que vous en fichez un peu d'être productif. Je suis profondément convaincu que la tech au global ne se préoccupe pas de la productivité. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a une maxime qui est très connue dans le management, qui est attribuée à Peter Drucker, qui dit « Si tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer, changer un manager ». Il y a différentes façons dont cela a été exprimé. Et en fait, la productivité dans l'industrie, c'est un problème qui semble résolu. Alors, ça change. Mais la productivité, c'est assez simple. C'est les outputs qu'on a obtenus avec les inputs qu'on a donnés. Par exemple, si on regarde une usine Toyota, il y a 200 employés dans l'usine. Ils sortent une voiture toutes les 76 secondes. Donc, il y a à peu près 50 voitures par heure pour 200 employés. C'est simple à calculer. Si jamais on a perdu en productivité, on a gagné en productivité, on le voit, il y a plus de voitures qui sortent, il y a moins de voitures qui sortent. Alors chez nous, dans la tech, qu'est-ce qu'on fait? On mesure des story points. J'adore les story points, c'est très bien pour sizer son sprint. Mais en fait, les story points, on les négocie avec quelqu'un. On demande à 5 personnes différentes, elles donnent chacune une opinion différente. Et en fait, on ne sait pas vraiment. Et peut-être quelqu'un a doublé parce qu'en fait, à la place de ça, il y a un refactoring à faire, etc. Ce n'est pas une mesure de productivité, c'est une mesure de prévisibilité des équipes. On a réussi, on n'a pas réussi, ce sur quoi on s'est engagé cette semaine, mais ce n'est pas une mesure de productivité. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fréquence de déploiement. La fréquence de déploiement, super mesure, très importante, mais en fait, il n'y a rien qui parle du contenu qui est déployé. Si je déploie une ligne de code toutes les minutes, est-ce que je suis plus productif qu'en déployant des fonctionnalités entières tous les jours? J'en sais rien. C'est une super métrique, pour le coup. Et la valeur business, elle est excellente, elle est hyper importante. Mais en fait, il y a un facteur chance déjà. Je peux avoir une fonctionnalité qui est très simple et qui génère des revenus qui sont géniaux, ou je peux générer un impact pour mes utilisateurs qui est absolument fabuleux. De l'autre côté, j'ai une tâche de refactoring qui est hyper complexe, qui est hyper critique pour mon entreprise, et je n'arrive même pas à mesurer cette valeur business. D'ailleurs, on le voit bien quand on doit négocier en tant que tech un peu du temps alloué à la refactoring, réarchitecture de nos produits. Et en fait, parfois, c'est très, très, très difficile à prouver, à passer comme message. Donc, ce sont des mesures qui sont importantes. Ce sont des mesures qu'on devrait mettre en place, mais ce n'est pas des mesures de productivité en soi. Et après 10 ans de recherche, parce que ça fait 10 ans que je suis CTO d'une boîte, je me pose la question, est-ce que ma boîte est productive? Je pense qu'aujourd'hui, dans la tech, il n'y a personne qui sait vraiment mesurer la productivité d'une manière simple, compréhensible et qui ne serait pas changeable avec 1000 astérisques, ça fonctionne uniquement si, etc. Il y a Space, il y a Dora, il y a plein d'autres métriques qui sont super intéressantes. Encore une fois, elles ne mesurent pas vraiment la productivité de la même façon que ce qu'on a vu dans les usines. Et vous pouvez dire, mais en fait, je ne m'en fiche pas. Pour moi, personnellement, c'est important. Je suis productif. Je veux être productif en tant que collègue, en tant que personne qui travaille. Mauvaise nouvelle, quand vous pensez être productif, il y a plusieurs études qui le démontrent, vous estimez la fluidité de votre journée. C'est un effet psychologique assez connu, déjà établi par Daniel Kahneman. Lorsqu'on essaye de répondre à une question difficile à laquelle on ne sait pas répondre facilement, on a tendance à répondre à une question facile qui ressemble à celle qu'on nous a posée. Es-tu productif? Oui, j'ai passé une bonne journée. Es-tu productif? Moi, j'ai réussi à faire dans la matinée ce que je voulais faire. Très bien. Donc, on peut se dire au final, c'est peut-être pas si important que ça. En tant qu'industrie du software, on réussit à livrer des choses, on change le monde, on a de vraies réussites, de vrais produits.
Et par ailleurs, cette citation, elle est fausse. On l'attribue à Drucker parfois à Deming. À vrai dire, il n'y a aucun de deux qui l'a dit. C'est même Deming Institute qui nie ça. Donc peut-être, en fait, il ne faut pas s'en préoccuper. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde d'IA, on parle énormément de ça. Je n'ai pas fait de mesures statistiques, mais je pense que la moitié d'articles sur l'IA mentionnent la productivité en disant les impacts, c'est la productivité, comment est-ce qu'on va rendre le dev le plus productif. Voilà, on a des chiffres, j'adore les chiffres, 66%. J'aimerais bien que mes employés soient 66% plus productifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça serait cool. Et moi, en tant que CTO d'une boîte qui fait du développement mobile, web, TV, ce genre de choses, je pourrais me dire aussi, la productivité, c'est pas si important que ça. Et au final, la boîte fait de la croissance, on a des clients, on fait des projets cool, on fait des projets impact. Mais j'ai un problème. Une partie du problème s'appelle des outils de génération de code. Donc Builder AI, c'est une boîte sur laquelle je suis tombé il y a, je pense, 2 ans à peu près. Je ne sais pas si ça se voit, oui, ça se voit. AI means we can build more cost effectively and at speed. Je me suis baladé sur leur site, il y a un super configurateur d'applications mobiles, on peut obtenir les prix. Derrière, on voit qu'il y a bien un Indien qui va intervenir pour personnaliser l'application jusqu'au bout. C'est une boîte indienne. Ils prétendent être capables de faire les mêmes produits que nous en 10e du prix. Donc d'ailleurs, si vous voulez, une application pas chère, c'est chez eux. Donc j'ai un problème parce qu'en fait, j'ai un concurrent qui propose la même chose que moi à une dixième des prix. J'ai aussi un autre problème parce que j'ai une équipe de 120 personnes, 70 ingénieurs dont je me sens responsable. Et en fait, ils voient tous les jours passer des news de ce type-là. Devin, Autodev, Replit-Agent, et ils se posent la vraie question. En fait, qu'est-ce que je veux faire dans quelques années? Donc, je ne peux pas me permettre de ne me pas interroger sur le sujet, même si depuis 10 ans, je n'ai pas réussi à trouver un indicateur qui vaudrait le coup d'être suivi pour la boîte. Comment est-ce qu'on fait, du coup, si on n'a pas d'indicateur de productivité, mais en même temps, on veut se poser cette question, on veut agir là-dessus, et on veut donner à ces équipes une capacité de progresser là-dessus? On fait du Lean, comme on a dit dans l'introduction, et en fait, il y a un geste du Lean qui s'appelle Go and See. Le Go and See, c'est tout simple. En tant que patron, je vais là où les gens font le travail. Donc ça, c'est la manière dont je m'imagine. Dans la réalité, c'est plutôt ça. Je me pose à côté d'un développeur. Au début, dans une organisation qui n'est pas habituée à ça, c'est un peu intimidant. Bon, après, je leur dis, écoute, ta table n'est pas hyper bien rangée. D'ailleurs, il est où ton écran? Mais on regarde ensemble le code. Je regarde comment la personne fait son travail. Et j'essaye de me comprendre, en fait, quelles sont les choses qui les ralentissent, quelles sont les choses qui les embêtent, quelles sont les choses où les personnes ne réalisent pas leur valeur dans les tâches quotidiennes. Et donc, très rapidement, au moment qu'on a lancé notre équipe interne d'IA, en faisant de Go and See, je suis tombé sur ça. Ça, c'est du code pour créer un call API. Il n'y a rien d'intelligent dans ce code-là. C'est vraiment quelque chose, boilerplate, en permanence. D'un projet à l'autre, ça se fait. Ce code-là, sur un projet complexe, avec une architecture assez bien découpée, on a jusqu'à 7 fichiers. Ça prend un quart d'heure. Ce n'est pas beaucoup, mais ça prend un quart d'heure quand même. Plusieurs fois par projet, on fait des apps mobiles, donc on fait beaucoup d'appels à des API et plusieurs projets dans la boîte. Mais OK, il y a un sujet de productivité, parce que si je supprime ça, si mes développeurs n'ont plus besoin de faire ça, je n'ai pas la mesure, mais je sais qu'en fait, il y a un quart d'heure qu'ils peuvent dédier à quelque chose de plus intéressant dans leur journée, et j'espère que ça va être produire de la valeur pour des clients.
S'ils prennent des cafés pour se reposer, limite, ils peuvent aussi. Donc, je vais vous présenter notre outil, la première, deuxième, dixième, je ne sais plus, une des premières itérations. Comment est-ce qu'on a fait? Donc, c'est un outil qui s'intègre dans l'éditeur du développeur. On copie-colle la stratégie technique, c'est quelque chose qu'on écrit pour chacun des tickets. On n'a pas modifié dans ce cas-là. Et ensuite, il y a le générateur qui génère la liste des fichiers que je veux inclure dans la génération. Pourquoi? Parce qu'à l'IA, j'ai besoin de lui fournir du contexte. Elle ne connaît pas mon projet. Ce n'est pas des modèles qui ont été pré-entraînés, ce n'est pas des modèles fine-tunés. Donc, je construis le contexte qu'elle peut utiliser pour faire sa génération. Quels sont les autres fichiers, quels sont les types de data, etc. Le développeur en question peut cocher les fichiers ou décocher les fichiers du contexte. Je les envoie à l'IA. Le modèle, le plugin m'avertit d'une manière assez sympa que ça peut prendre jusqu'à 90 secondes. Donc maintenant, vous allez vivre ce que vit un développeur en utilisant l'outil x16. Et à la fin, ça me crée 7 fichiers. Je réduis la tâche de 15 minutes à une tâche de 1 minute plus quelques minutes d'attente. Des 3 minutes d'attente, je crée 7 fichiers. On peut voir du coup la personne en train de vérifier est-ce que tout va bien. Et on a terminé la tâche. Je clique, est-ce que ça marche? Donc avant que je vous raconte tout ça, comment ça marche, je voulais juste un petit aparté pour ma team. C'était une petite team qui a fait cet outil-là. C'est d'ailleurs une des premières itérations. À vrai dire, on avait 4 personnes qui ont bossé sur ce générateur pendant 1 an. Donc, ce n'est pas une tâche extrêmement complexe non plus. Alors, comment ça marche? Donc, je prends la stratégie technique. C'est quelque chose qu'on écrit chez nous, mais c'est aussi quelque chose que je considère être notre avantage concurrentiel. On a sur quasiment tous les tickets un super découpage, des tickets qui sont inférieurs à une journée de travail, avec des descriptions techniques qui sont très, très détaillées. Ensuite, on récupère l'arborescence du projet, tous les fichiers qui sont dans les fichiers. On les passe à un LLM. Et lui, il nous renvoie une liste de fichiers qu'il voudrait qu'on inclue dans la génération pour obtenir le bon contexte de génération. Une fois qu'on a fait ça, on compose les deux, on prend la stratégie technique à nouveau, on prend les fichiers avec leur contenu, on fait un call. Ça nous fait une liste de changements qu'il faut appliquer au code. On applique le changement au code. On a terminé. Donc, il y a 2 ingrédients clés, le prompt et le contexte. On a l'LM qui est sur l'étagère et on a réussi. Alors, on a réussi parce que le prompt, c'est une stratégie technique qui est extrêmement détaillée. Comme vous avez vu, le déroulement, le fichier, il faisait plusieurs instructions, une quinzaine d'instructions, la description des objets, etc. Je n'ai pas besoin de faire comme Devin, comme autre solution Autodev, de deviner comment est-ce que je fais des choses, c'est quoi les prochaines étapes, parce que tout ce travail-là, qui est le travail intellectuel, de préparation, de réflexion, quelle est mon architecture, comment est-ce que je veux que ce soit codé, ça a été fait par un développeur. Et c'est toujours une valeur super importante, super intéressante d'un développeur. Réfléchir comment est-ce qu'on fait des choses. Ensuite, est-ce que taper les lettres physiquement du code où ça rentre, etc., ça c'est la valeur ajoutée. C'est discutable, mais la stratégie technique, elle est costaud. Et ensuite, j'ai du contexte. Donc vous voyez, ça c'est un des premiers prompts. On dit, voilà, est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil à cette liste, cette stratégie de fichiers, de techniques, et me dire quels sont les fichiers que tu veux inclure? Pardon, quelqu'un prenait une photo, je peux vous partager après. Problème résolu. On vient d'avoir une IA qui code. Bon. Mais évidemment, il reste encore un quart d'heure de talk. Ce n'est pas résolu du tout. Alors, quels sont les problèmes? Le premier problème, c'est que déjà, on applique cet outil sur plusieurs tâches. Il y a des tâches sur lesquelles ça cartonne, il y a des tâches sur lesquelles on obtient des résultats qui sont absolument nuls. Ensuite, les stratégies techniques, du coup les prompts. En fait, je pensais qu'on a un niveau qui est uniforme dans la boîte, mais il n'est pas du tout uniforme. Il faut quand même savoir la structurer bien, et parfois elles sont super bien structurées, on s'en sort. Parfois la personne, elle n'arrive pas,
ou elle n'avait pas envie parce que franchement, elle a de toute façon tout en tête, donc elle ne voulait pas noter ça. Et ensuite, on fait une stratégie technique. Peut-être de temps en temps, elle n'est pas vraiment compatible avec l'outil. Il faudrait la changer un petit peu. Et ensuite, côté assez sympa, IA qui nous hallucine les fichiers à inclure. Donc, non, je n'ai pas ces fichiers-là. Et la troisième partie, vous avez vu, on a généré 7 fichiers. Ces fichiers-là, lorsqu'on les génère, ils doivent être cohérents entre eux. Donc, du coup, cohérent, ça veut dire le même nombre de variables, les mêmes interfaces, etc. Sauf que si on génère tout en batch, ben, parfois, ça ne l'est pas. Et du coup, ensuite, le logiciel bug. Hop, donc comment est-ce qu'on fait pour déjà savoir quelles sont les tâches sur lesquelles on s'en sort, quelles sont les tâches sur lesquelles on ne s'en sort pas. Dans la génération de code, aujourd'hui, il y a 2 benchmarks. Il y a un benchmark SWE Bench et HumanEval. SWE, c'est des issues GitHub ouverts sur des repositories. HumanEval, il est un peu plus artificiel. Je crois que le premier, c'est GitHub qui l'a créé, et le deuxième, c'est OpenAI. C'est des benchmarks de référence. On ne les a pas utilisés. Pourquoi on ne les a pas utilisés? Parce que moi, je veux que cet outil-là fonctionne sur mon code, pour ma boîte. Donc, un benchmark un peu artificiel sur GitHub, etc., même s'il est hyper intéressant, ce n'est pas forcément ce qui va me dire est-ce que ça marche pour mes équipes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des tickets de projet, on a pris le code de projet, on a pris les tests de projet et on a pris les pull requests qui ont été faits par les développeurs pour résoudre ces tickets. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que je n'ai pas besoin de réévaluer le code en permanence. Je peux utiliser une mesure statistique type bleu CHRF pour comparer d'une manière statistique est-ce que le code généré correspond à ce que le développeur a écrit. Alors, petit point d'attention sur ces mesures-là. Il y a plusieurs articles qui disent qu'elles ne sont pas vraiment parfaites pour le code. C'est des mesures linguistiques. On les utilise pour la génération de langage naturel. Et il y a des études qui disent qu'il y en a certains CHRF qui est mieux que bleu, etc. Je n'ai pas vu la différence. Honnêtement, on les a testées toutes. On a obtenu des résultats qui étaient très proches. Et parfois, en effet, la valeur de la mesure ne reflétait pas la qualité de code derrière. Et on va voir comment est-ce qu'on a géré ça. Mais on a ces mesures-là, c'est déjà une première barrière parce que si j'ai une proximité statistique qui est absolument délirante, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et ensuite, on peut aussi lancer tout ce qui est dans les projets, les linting, les unique testing, vérification de bugs, etc. Ça marche super bien. Les mesures comme bleu, comme CHRF, ça nous a permis de, par exemple, vérifier. On a quelques tickets ici, la description, refactor, champ de formulaire, call API. OK, on change nos descriptions détaillées. Est-ce que ça améliore le score? Et voir où ça marche ou ça ne marche pas. Ensuite, les utilisateurs qui ne peuvent pas forcément toujours faire de bons prompts. Là, on a introduit ce qu'on appelle des templates. Donc, in template, c'est un bout de code. On dit, a priori, lorsqu'on crée cette fonctionnalité, le code ressemble à ça. Le côté cool d'être une agence, c'est que moi, j'ai beaucoup de projets où en fait, on peut mettre en place la même architecture et la réutiliser. Donc, je peux dire, en fait, un formulaire chez nous, c'est toujours 3 fichiers, c'est un modèle de données, c'est un validateur, c'est l'interface. Et quand tu génères un formulaire, s'il te plaît, voici les 3 fichiers dont il faut s'inspirer. Et du coup, je n'ai pas besoin que la personne écrit ça dans son prompt, dans sa stratégie technique, c'est déjà intégré dans l'outil. Je sélectionne juste formulaire, bam, ça génère. Et du coup, je réduis les 10 instructions, par exemple, pour un call API, à seulement 4 instructions. Et là, on voit une amélioration directe de qualité. Donc, d'un côté, vous voyez le score bleu, sans et avec template. Donc, vous voyez que le côté droite, sauf les tests, ça c'était assez intéressant, est amélioré, mais aussi une vérification manuelle. Comme je vous ai dit, les scores statistiques ne disent pas forcément tout. Donc, par exemple, le développeur qui a mon ingénierie qui a vérifié est-ce que le code fonctionne. Bon, le code ne fonctionnait pas dans un cas. Ça arrive. Donc, on mélange les deux. Et parfois aussi, sur certaines choses, il fallait vraiment insister dans les prompts. Tu vas vraiment inclure les fichiers, tu vas vraiment inclure les fichiers. C'était le moment où je regrettais le choix de GPT.
Claude est meilleur à respecter les consignes. Donc vous avez moins à insister si vous utilisez Claude, on l'utilise pour d'autres tâches. On était déjà bien couplé à GPT. Parce que le couplage entre LLM et un projet se fait dans les prompts, souvent. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une architecture qui est un peu complexe. On a beaucoup d'allers-retours avec la codebase, on a beaucoup d'allers-retours avec le LLM. On lance les tests aussi, on lance les tests en boucle, on renvoie les résultats au LLM, on dit « Salut, ça passe pas, est-ce que tu peux corriger ?» ce genre de choses. Mais on a pas mal amélioré ce flux. Et ça m'a fait penser à un tweet que je lis un jour, que sur ce genre de tâches, on ne parle plus de prompt engineering, on parle de flow engineering, parce qu'il y a une question de comment est-ce qu'on architecture tout le flux de choses. Bon, en ayant fait tout ça, on a pas mal amélioré la qualité, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai fait un x16. x16 parce que c'est quand même un gaspillage d'avoir maintenant une personne qui est un développeur, bon dans son job, fait quelques années d'études pour avoir quand même ce métier-là et qui attend un truc tourner, pour qu'au final, ça fasse son job. x16. Donc, dans Lean, on parle de muda, de waste, de gaspillage. Et c'est assez flagrant qu'on était face à deux gaspillages. Un gaspillage qui était tout simplement latente. Un deuxième gaspillage qui était un gaspillage du potentiel humain. On regardait des LLM tourner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une CLI avec une idée de, en fait, on va brancher ça à Jira. On va brancher ça en outil de ticketing. La personne prépare son prompt. Elle tag les tickets comme celui-là, il est prêt pour l'IA. Et ensuite, l'IA récupère les tickets, mouline et nous fait une pull request. Et vous pouvez voir, il y a un mode interactif aussi, vous voyez le screenshot ici, qui dit, bon, en fait, j'ai un agent de sélection des fichiers qui s'est lancé, j'ai un agent de génération de code, et ensuite, par ailleurs, je génère un deuxième fichier, parce qu'en final, on a découpé les fichiers, on réinjecte les résultats du premier dans le deuxième pour combler le problème dont je vous ai parlé, qui est manque de cohérence. Donc, on refait une génération fichier par fichier. Et du coup, on améliore tout ça. Et c'est un outil aujourd'hui qui peut tourner d'une manière automatique. Et au final, ça a évolué un peu. On lui a donné un peu plus d'autonomie. On s'est dit, on va découper l'outil en partie manager, en partie tooling. Tu as un outil pour récupérer les fichiers, tu as un outil pour lancer les tests, tu as un outil pour générer le code. Et maintenant, essaye de décider toi-même comment tu fais. Et ça, c'est la dernière itération de l'agent qui est en cours d'être travaillée. Alors, quels sont les résultats de tout ça? Parce que bon, c'est marrant comme histoire. J'ai mesuré le gain de productivité. Ça y est, le problème résolu. J'ai mesuré le gain de productivité d'une manière très locale. On l'a lancé en mode bêta sur un projet. On a mesuré combien de tickets en termes de story points l'IA a pris. On a converti ça en temps et on a enlevé le temps qui était nécessaire pour faire des retouches et des code reviews parce que parfois, ce n'était pas parfait quand même. Et du coup, il fallait améliorer des choses. Donc, on a pris ce temps-là, on l'a déduit du total du projet, et c'était un gain de productivité de 8%. Je n'ai pas de gains globaux sur l'outil, parce que du coup, il faudrait faire ça sur chaque projet, c'est un peu compliqué. Alors, 8%, c'est à la fois très peu, c'est pas du tout impressionnant comme chiffre. D'ailleurs, quand j'ai présenté ça à mon CEO, mon associé, je me suis fait un peu engueuler. Et de l'autre côté, ça veut dire 20 000 € économisés pour ce client-là, ce qui est absolument pas négligeable. Donc déjà, sur le côté compétitif, je commence à redresser un peu la barre. Et en fait, je pense que le gain qu'on peut obtenir avec les différents outils IA, ça va être toujours ça. Ça va être 2% par là, 2% par là, une tâche qui est disparue, une autre tâche qui est disparue. Et au final, ça s'accumule, et ça s'accumule vraiment bien. Mais les gains sont très souvent petits au début. L'outil a été utilisé 400 fois depuis qu'on l'a sorti. Je pense que la bonne comparaison pour nous, c'est GitHub Copilot Chat, parce qu'on a aussi déployé Copilot chez nous.
L'utilisation de code complete, ce n'est pas le même usage. L'utilisation du chat, c'est le même usage. Il a été utilisé à peu près 2500 fois dans la même période. Donc, on est sur voilà, un usage 1/5 de Copilot, c'est pas mal. Ça me plaît. Et on a appris énormément de choses sur la production, sur la création d'un produit IA. On a appris que la discoverabilité, elle est vraiment, vraiment difficile et elle est clé. Donner aux gens le moyen de savoir qu'est-ce que je peux réussir avec ces trucs-là. C'est génial. Surtout, c'est super important, surtout dans les outils en fait, qui sont aussi versatiles qu'un agent de génération de code. L'intégration avec le flux de travail, c'est compliqué, surtout que la perception de valeur entre une personne qui veut que son travail quotidien soit agréable, soit fluide, et une entreprise qui veut optimiser ses performances économiques est très compliquée à réconcilier. Donc, mon premier objectif n'est pas embêter l'utilisateur, mais quand même, je dois avoir des gains de productivité. Et on a aussi appris beaucoup sur comment vraiment, vraiment, vraiment insister auprès des chats, auprès des GPT. C'est une cote un peu inspirationnelle que je voulais ajouter. Qu'est-ce qui vient après pour nous? Bon, vous connaissez sûrement les outils qui existent déjà dans le domaine. Il y a V0, il y a Devin, il y a GitHub Spark, il y a Amazon Q, il y a plein d'outils. On n'est clairement pas les leaders du domaine. Avec une équipe de 4 personnes, avec l'investissement qu'on fait, qu'on est capable de faire, on ne va pas devenir un leader du domaine non plus. Mais ce n'était jamais vraiment mon objectif, en fait. Mon objectif, c'était d'avoir une équipe qui apprend des choses sur l'IA. Moi, j'ai dit à la team, quand j'ai lancé le projet il y a 2 ans, je leur ai dit, je veux que vous m'écriviez un apprentissage par jour. Un petit billet interne de quelque chose que vous avez appris, des tests que vous avez faits, des résultats, de comparaison, de benchmark. Si vous choisissez une métrique, je veux savoir quelle est la réflexion sur la métrique, tout ça. On n'a pas réussi à en avoir un par jour, mais on a eu 180 apprentissages qui ont été écrits par l'équipe. Et ça, c'est notre base de connaissances internes autour de comment fonctionnent les IA pour la génération du code. Cela nous a permis de faire énormément de choses, mieux comprendre les outils qui existent sur le marché, les différents assistants, Copilot, Devin, tout ça. Utiliser du GenAI scripting pour faire des projets beaucoup plus complexes sur lesquels il faut faire des choses sur mesure. Par exemple, des migrations. On veut changer de plateforme, on veut changer de langage. Ça ne se fera pas avec un outil sur étagère. Et être capable d'une manière très très efficace de faire des outils qui nous font gagner les quelques pourcents à chaque fois. Et ça, je suis super content de ça. Et pour moi, ça, c'est la vraie réussite de la team. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de chacune des équipes IA, ce n'est pas de faire quelque chose. C'est de faire un produit. On est dans une phase d'effervescence, dans une phase de recherche, dans une phase de découverte. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre des choses. Et ça, je pense qu'ils ont fait un super travail. Merci. Merci beaucoup, Marek. Et on voit qu'effectivement, c'est aussi un des principes dans le modèle Lean, c'est People are the solution. Et on voit vraiment comment tu l'as illustré, ce côté-là. Moi, en tant que leader, je n'ai pas la solution. Je vais voir avec les équipes, j'identifie une tâche, j'identifie des problèmes. Et finalement, c'est la succession des apprentissages qui vont être faits par l'équipe qui ont permis d'avoir ces gains-là. Et l'outcome, c'est surtout la valeur, l'apprentissage et pas juste uniquement la productivité. On va prendre des questions. Il y a les micros dans la salle. Je ne sais pas qui avait une question. Bonjour. Je reviens un peu à ce que vous disiez au début sur la productivité. Est-ce que finalement, ce que vous avez vécu fait pas écho à ce qu'on vit sur l'IA de manière générale, c'est-à-dire ce que vous avez communiqué, par exemple, quand on dit que ça augmente la productivité de 66%, etc. Finalement, il y a beaucoup de promesses sur l'IA, mais ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est regarder, par exemple, que ce soit dans le parcours d'un développeur ou dans le parcours d'un utilisateur, là où il y a des petits trucs qu'on pourrait faire, et après, ça fera une somme d'un tout, on verra à quoi ça ressemble, mais en fait, commencer à décider
la vision cible IA future, alors qu'en fait, on ne sait même pas faire les étapes intermédiaires, c'est peut-être pas la bonne manière, quoi. Comment vous voyez ça? En fait, je pense que, donc, en effet, pour moi, l'approche aujourd'hui, c'est vraiment une approche terrain. On identifie les tâches, on identifie le blocage, on essaie de les débloquer un par un. Le problème de ça, c'est que l'IA, c'est une décision lourde d'impact pour une entreprise. D'un côté, sur les investissements que ça engendre. Une équipe comme ça coûte 500 000 € à l'année. C'est lourd aussi du point de vue juridique, du point de vue légal et toutes les politiques de compliance. Et c'est aussi pas négligeable du point de vue humain. On a des collaborateurs qui peuvent s'inquiéter, on a du change à faire. Donc, ce qui est très, très difficile pour les décisionnaires, et moi j'ai ce genre de discussion assez souvent avec nos clients, c'est de poser d'un côté des gains qui sont absolument incertains. Quelqu'un qui dit « je vais aller sur le terrain, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et je vais te trouver des solutions ». Et tous ces impacts côté entreprise qui sont extrêmement lourds, extrêmement impactants. Il y a des entreprises qui ont une nature et qui sont très innovantes et qui veulent y aller et qui vont se dire « bon, juste, on essaye ça, c'est le futur, on y va, on fait ». Mais pour la plupart d'organisations, c'est très complexe. Et je pense qu'arriver avec ces chiffres-là, arriver avec un discours cohérent, montrer des gains financiers, montrer des impacts et comment est-ce qu'on les maîtrise, c'est nécessaire pour passer la démarche IA un peu custom, un peu dédiée et du coup beaucoup plus intelligente que juste je prends un outil sur étagère, c'est bon, c'est fini. Ça c'est vraiment un défi qu'on a dans l'industrie aujourd'hui pour engager mieux un peu la masse globale. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention très inspirante. J'ai une double question. Vous avez pas mal mentionné la productivité comme étant un élément à regarder ou pas. Il y en a plein d'autres, je suppose, indicateurs, notamment la qualité et le niveau de performance. Et donc, quid de ce que génère, vous l'avez un petit peu mentionné. Mais le deuxième commentaire est peut-être un peu plus provocateur. Est-ce que le prochain IDE des devs, ce n'est pas Notion? En fait, je n'ai pas bien compris la deuxième phrase, ça m'embête. Vous pouvez répéter la deuxième? Est-ce que les prochains IDE? Au début, vous montrez que la stratégie technique, elle est écrite en langage textuel. J'ai cru reconnaître Notion, mais voilà, enfin, peu importe l'outil. Est-ce que finalement, un très bon accompagnateur ou compagnon d'un environnement de dev, c'est pas justement un endroit où j'écris mes intentions de dev? Du temps où je développais, je passais beaucoup de temps à réfléchir et après j'étais hyper frustré parce qu'il fallait que j'aille taper le code, alors qu'en fait dans ma tête ça tournait déjà. Et donc est-ce qu'aujourd'hui on peut pas avoir cette projection dans le futur qui est de dire le dev il met ses intentions quelque part et il y a un moteur sous-jacent qui peut être proactif et non pas réactif comme dans ce que vous avez montré et qui va prendre en main un certain nombre de choses, ce qui fait gagner le temps, les 90 secondes que vous mentionniez. Voilà, j'ai besoin de créer une interface avec l'API truc-muche et puis je passe à ma réflexion suivante et pendant ce temps-là, j'ai un moteur qui va générer les fameux set fichiers et ainsi de suite. Et j'avance comme ça progressivement dans mon code en tapant mes intentions d'un point de vue textuel et pas dans un VS Code, mais dans un... Voilà. Tout à fait. J'ai mal entendu les mots IDE, désolé. En fait, pour la première question, donc, on a mesuré... Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré? On a mesuré le nombre de retours pull request qui diminue parce que le code est plus cohérent avec la code base. Donc, ça, c'est très fort. Notamment, si on a de nouveaux développeurs ou de développeurs juniors dans l'équipe, ça relève le niveau très rapidement. On a observé quelques bugs introduits par les IA, mais je n'ai pas aujourd'hui les statistiques qui pourraient dire s'il y en a plus ou moins. Mais en tout cas, on sait que c'est une nouvelle source qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser. Ça, c'est assez intéressant. Mais sinon, je n'ai pas d'alerte sur les métriques traditionnelles, le code coverage, le uptime, tout ça, ça suit son rythme. C'est ni mieux, ni moins bien. Ensuite, sur le IDE, donc,
On pourra en discuter peut-être sur le stand. On a fait un exercice avec la team de se projeter qu'est-ce que ça veut dire développer dans quelques années, 5-10 ans. Et on a fait une vision d'une usine de développement automatique. Ça part d'un prompt, ça conçoit l'architecture utilisateur, l'architecture de l'application, ça génère les interfaces et ça déploie l'application. Le problème de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 2 challenges. Un premier challenge, c'est la propagation des erreurs. Du coup, dans chacune des étapes de cette chaîne de production, si j'ai une erreur, tout ce qui est derrière, ça va être de pire en pire. Et du coup, il faut, dans ce genre d'environnement, concevoir des bases dans le produit, l'éjectabilité, pour qu'une personne puisse corriger les résultats intermédiaires et les réinjecter d'une manière correcte dans la suite de l'usine. Et donc, c'est un peu le problème. Moi, je compare ce qui se passe dans les devs à la révolution que les garbage collectors ont apporté au développement. En fait, avant, il y a 20-30 ans, le job du développeur, c'était de gérer la mémoire. Aujourd'hui, plus personne fait ça, quasiment plus personne fait ça, parce qu'en fait, on a des garbage collectors, on a des langages de haut niveau, et même aujourd'hui, je pense que quasiment aucun développeur sait bien gérer la mémoire d'ailleurs. Le problème, c'est que du coup, pour ça, il fallait développer toute une suite d'outils qui sont les outils de suivi, de débugage, etc. On a aussi des machines qui sont plus puissantes, donc du coup, la mémoire est moins importante. Mais il y a tout un environnement technique qui est nécessaire pour que cette idée-là de mon IDE, c'est Notion, je crée uniquement un ticket d'une manière textuelle et le code derrière, limite, je ne le regarde même pas. Si j'ai besoin de changer quelque chose, je change ma description et ça se régénère. En fait, il y a un tas d'outils qui doivent arriver derrière pour que ça se réalise. Et je pense que cette vision, elle est très, très, très complexe à réaliser. On va prendre une dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je me posais la question de est-ce que vous prévoyez ou est-ce que vous partagez déjà l'espèce de base de données et de connaissances que vous avez constituée à la fin, qui paraît être quelque chose de vraiment précieux, que ce soit sur le prompting ou sur d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous avez un blog ou quelque chose où vous le partagez ? Il va falloir que je le fasse. Non, c'est une super question parce que c'est une question sur laquelle je n'ai pas tranché encore aujourd'hui. Je pense que ça fait partie potentiellement de mes assets de propriété intellectuelle qui vont être les plus précieux dans les années à venir. Donc normalement, on est dans un esprit de partage, on a un blog, on fait des conférences, il y a plein de choses qu'on montre publiquement. On a des projets open source sur les parties mobiles qu'on fait. Cette partie-là, je ne l'ai pas open sourcée aujourd'hui. Je n'ai pas open sourcé l'agent pour une raison qui est très simple, c'est que je n'ai pas envie de m'embêter à faire quelque chose qui est générique. Je veux faire quelque chose qui est au contraire extrêmement spécifique pour ma boîte. Par contre, la base de connaissances, je pense que c'est vraiment de l'API super intéressante et si on la publie, ça va être vraiment d'une manière très sélective. Super. Je pense qu'on peut tous applaudir Marek.